Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui, on parle de se désintoxiquer des informations, de trop d'informations. On va en parler à travers Mazars et son Digital Detox. Julie Récal va tout nous expliquer, elle est directrice développement RH et expérience collaborateur. La pause café, alors ça c'est un sujet d'actualité que va traiter Caroline Ricros. La grève des transports, bah oui, la grève des transports, ça pose des problèmes, notamment pour les Parisiens, les droits et devoirs des salariés. On en parle avec Caroline Ricros. Puis le cercle RH, c'est un grand entretien avec un personnage incroyable, Marc Verriotte. Et il est ancien membre opérationnel du RAID, il l'a été pendant 20 ans. Il est intervenu sur, j'allais dire, tous les théâtres d'opération, Mohamed Merah, où il a été blessé, mais aussi, évidemment, l'hyper-cacher, sans compter des missions dans le monde entier. On parlera avec lui, évidemment, de son travail, c'est un métier, mais aussi des valeurs que véhiculent évidemment ces hommes du RAID. Il est notre invité à l'occasion de la sortie de son livre Au cœur du RAID. Et puis fenêtre sur l'emploi, à quoi servent vraiment les tests de personnalité? Ils sont contestés. On va faire le point avec Jean-Baptiste Morin. Il est carriérologue et oui, il travaille chez Behave, c'est sa société. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle de la désintoxication. Alors on ne parle pas d'addiction aux drogues et au tabac, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, de se désintoxiquer de la surinformation qui circule dans les entreprises. Et on va en parler avec Julie Récal. Bonjour Julie, directrice développement RH et expérience collaborateur chez Mazars. On va parler du Digital Detox, mais quand même, juste un petit mot, parce que vous êtes dans l'expérience collaborateur, vous avez eu une vie dans l'humanitaire et vous êtes revenu chez Mazars. Qu'est-ce qui a fait comme ça que vous avez envie de faire un pas de côté? C'est toujours intéressant de comprendre cela. J'ai eu envie de faire ce pas de côté, en fait, parce que j'avais voulu donner du sens à ma carrière, un petit peu cette caricature qu'on entend aujourd'hui. Ah oui, oui. Mais c'était très important pour moi, en fait, de pouvoir allier mes valeurs et mon travail au quotidien. Et vous l'avez fait? Et donc je l'ai fait, j'ai travaillé 3 ans chez Mazars, puis j'ai travaillé 3 ans dans le secteur de l'humanitaire. Pour revenir chez Mazars? Pour revenir chez Mazars. Et je suis persuadé, parce que cette question est intimement liée avec ce dont on va parler, c'est qu'ensuite, quand on a vécu cela, on n'aborde plus les sujets RH de la même manière et on n'aborde plus la relation avec les collaborateurs de la même manière. Vrai ou pas? Oui, c'est vrai. En fait, moi, je suis revenue pour la culture Mazars. En fait, je suis revenue parce que ma première expérience m'avait beaucoup plu, mais je suis revenue aussi avec mon bagage, avec ce que j'avais vu ailleurs, et ça m'a vraiment permis en fait de mettre à profit cette différence et de pouvoir l'exploiter. Alors, Digital Detox. Alors, c'est pas une boisson, hein, c'est pas une boisson détox. Digital Detox, d'ailleurs, ça a été primé comme victoire des leaders du capital humain, croissance et territoire, faut-il le préciser. Ça existe, c'est pour les collaborateurs Mazars. C'est quoi l'esprit? C'est de leur alléger un peu le cerveau, leur donner du temps disponible pour réfléchir? Oui, tout à fait. En fait, le constat de base, c'est l'infobésité. En fait, c'est-à-dire on a trop d'emails, on a trop de réunions. Comment on fait en fait pour allier... Trop de réunions aussi, hein, vous intégrez. D'accord. C'est des choses qu'on a mesurées très concrètement chez nous. On a vu des dérives avec la généralisation du télétravail, des réunions qui grappillent le temps de la pause déjeuner. Donc notre Digital Detox, c'est faire prendre conscience aux gens déjà de tout ça, le mesurer, avoir des objectifs très clairs et chiffrés et du coup mettre en place des actions très concrètes. Ça veut dire, pour les collaborateurs qui nous regardent ou les entreprises qui se disent tiens c'est pas mal, pourquoi on ne mettrait pas aussi en place ce type d'action? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on déconnecte le téléphone à 18h, ça veut dire qu'il y a interdiction de communiquer le week-end. C'est quand même compliqué parce que parfois on est tenté d'envoyer un WhatsApp ou un SMS à un collègue, un collaborateur. Donc comment on fait là concrètement? Alors on a une charte du droit à la déconnexion, mais aujourd'hui ça suffit pas. Donc en fait on fait des formations, on fait des sensibilisations pour vraiment diffuser ces bonnes pratiques et à tous les niveaux en fait, les managers, les associés, mais aussi les juniors, pour leur donner des clés, des outils. Donc effectivement on va pouvoir leur dire désactivez vos notifications sur vos téléphones, par exemple, pour ne pas être dérangé. Mettez-vous en pause de traitement de vos emails pour ne pas être dérangé toutes les 5 minutes par vos emails. Donc, on va à la fois sensibiliser, former et donner des outils pratiques. Vous faites de la formation, vous indiquez la bonne marche à suivre, mais on peut vérifier ou pas? Parce que globalement, je suis chez moi, j'envoie un WhatsApp, c'est compliqué, mon entreprise ne voit pas et je peux très bien rester un accro au WhatsApp ou à autre mail sans que vous ne le voyiez. Alors en fait, on n'est pas coercitif dans nos actions. Donc évidemment, c'est de la liberté individuelle, mais ce que
on mesure, en fait, c'est que nos actions, elles ont une conséquence sur les autres. Donc, il y a ce qu'on appelle l'empathie numérique. Donc, c'est ça qu'on essaie de développer chez nos collaborateurs, en leur disant, par exemple, qu'un email qui est envoyé en dehors des heures de travail, ça nécessite plus d'une fois sur deux une réponse. Donc, en fait, nos actions, elles ont des conséquences. Donc, faire prendre conscience de ça aux gens. Et ensuite, on mesure nos résultats. On voit, au bout d'un an et demi... Par les volumes. Exactement. On est d'accord. Hein. C'est ça. Là, vous voyez une réduction déjà ? Oui, ça fait... on vient de mesurer, là, depuis 1 an et demi, on a réduit de 20% nos envois d'emails. C'est pas mal. On est satisfait de ça. Vous évoquiez tout à l'heure votre passage et votre vie comme ça, du pas de côté. Parlons de la génération Z, parce que ces jeunes qui arrivent dans le conseil, ils sont très motivés, souvent digital native. On réussit, eux, à les freiner parce qu'ils ont en permanence le téléphone, l'envoi. Pour eux, c'est naturel, ça doit les surprendre. Alors, c'est très naturel, mais ce qui est aussi très naturel pour eux et ce à quoi ils aspirent, c'est un équilibre vie pro, vie perso. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ça, parce que les gens, aujourd'hui, ils veulent plus travailler jusqu'à des horaires indus, le travail, c'est un peu l'esprit du conseil, ça. Hein. T'as pas d'horaire, voilà. Tu travailles week-end compris. Exactement, et c'est plus l'idée aujourd'hui, en fait. Ils n'ont plus envie de ça, et nous, Mazars, non plus, on n'a plus envie de ça. Ça veut dire que le discours que vous tenez là, c'est aussi une manière de dire à ceux qui hésitent, parce que le conseil peine aussi à recruter, il faut le dire. Hein. Tout à fait. Venez donc chez nous, parce que voilà, on vous propose un cadre de travail qui est peut-être plus confortable, plus agréable qu'ailleurs. C'est ça que vous nous dites. C'est ça qu'on essaye de dire. En tout cas, ce qui est sûr, parce qu'on a mené des entretiens dans ce cadre de Digital Detox, ce qui ressort de nos collaborateurs, c'est qu'on a un cadre bienveillant. Donc on fait notre maximum, en tout cas on essaye de mettre des actions en place pour offrir un cadre bienveillant. Un mot sur les réunions, parce qu'on a bien vu évidemment qu'il y avait une inflation de mails, de réseaux, d'informations, et que c'est pas toujours facile d'ailleurs d'accéder à l'information, ça reste compliqué. Les réunions, comment on fait ? Parce que ça aussi, vous les vivez, hein, vous êtes directrice, vous organisez des réunions. Est-ce que vous freinez aussi ? Parce que ça commence par vous, j'imagine. Oui, tout à fait. En fait, le sujet des réunions, on a vraiment vu une dérive avec la généralisation du télétravail. Nous, on a mesuré... Et le Covid. C'est parti du Covid. C'est le Covid qui dérégule. Mais en fait, cette pratique-là, cette dérive, elle s'est maintenue. Donc en fait, on a une explosion des réunions sur la tranche 12-14, qui avant était un peu sacrée pour la pause déjeuner. Et en fait, simplement, on a déjà envoyé un mail à tous nos collaborateurs par la DRH France qui dit « Prenons le temps de souffler un peu. Ne faites pas de réunion sur cette pause 12-14. » Et ensuite... Donc on les fait à la cantine discrètement ou au bureau. Excusez-moi, mais voilà, non, mais on se commande quelque chose et puis on fait la réunion. Non, justement, d'essayer vraiment de sacraliser ce temps-là. Bien sûr. Puis ensuite, à titre individuel, on demande aux collaborateurs de se poser la question. Santé mentale, bien-être, ça c'est des choses que vous avez calculé, le volume de mails, ça a baissé de 20%, donc c'est plutôt pas mal. Le retour des collaborateurs qui vous disent « moi je me sens mieux, je suis moins angoissé, je suis moins stressé », enfin, ça a une incidence ? Oui, vraiment, on travaille sur ce stress numérique-là parce que le numérique, ça accentue toutes les conditions et les contextes de stress. Donc on a des collaborateurs qui nous disent que ça libère la parole en fait. Déjà, ça permet de dire non, je suis désolée, ton mail là c'est trop tard, ou ton mail il est mal écrit, il est trop directif, il me génère du stress. C'est-à-dire que vous libérez la parole et vous autorisez, j'allais dire, les collaborateurs à dire à un associé écoute, tu vas attendre demain. Dit sur un ton poli, mais globalement, je ne te répondrai pas. On a mis une phrase dans toutes nos signatures d'email, donc tous les mails qui partent à l'interne ou à l'externe, chez nos clients aussi. On a écrit « Mazars s'engage pour l'équilibre vie pro-vie perso. Tout email reçu en dehors des horaires n'appelle pas de traitement immédiat. » Donc c'est presque un baseline, c'est presque une marque. On a annoncé la couleur. Ça va devenir une marque. Merci en tout cas d'être venu nous éclairer sur votre parcours aussi, parce que c'est intéressant de voir le parcours de chacun. Merci à vous, Julie Récal, directrice développement RH, expérience collaborateur chez Mazars France, et avec ce Digital Detox. On va faire une petite pause, vous allez être concernés, vos collaborateurs vont l'être, et à la pause café, ils parleront évidemment de ces grèves qui posent d'énormes difficultés pour venir au travail. Droits et devoirs des salariés, on en parle avec Caroline Ricross. La pause café, comment êtes-vous venu au travail ? Est-ce que vous êtes venu au travail d'ailleurs ? Ça, c'est un sujet dont on parle à la pause café et on en parle avec Caroline Ricross. Bonjour Caroline. Bonjour. Jeudi noir, aujourd'hui, c'est vrai, RER, métro, pour les Parisiens notamment et particulièrement, et puis les Franciliens bien sûr. Ça va être difficile d'aller travailler. Vous avez voulu faire un focus qui n'est pas inutile sur les droits et devoirs des salariés. Que dit le droit là, dans cette situation concrètement ? Oui, parce qu'aujourd'hui, 0 métro, 0 RER en dehors
report des heures de pointe. C'est ce qu'ont annoncé les syndicats de la RATP qui appellent donc à la grève aujourd'hui, à la veille de ce week-end prolongé, pour demander notamment des hausses de salaire, une amélioration des conditions de travail et des recrutements. Conséquence, forcément, la galère ce matin pour de nombreux franciliens pour se rendre au travail. Mais alors, peut-on tout simplement ne pas aller travailler aujourd'hui ? Eh bien, forcément. Question. Non. Sauf accord avec votre employeur ou encore autorisation de faire du télétravail. Vous êtes logiquement dans l'obligation de vous rendre au travail. Cela étant, un salarié qui est absent ou en retard à cause d'une grève dans les transports n'est pas en faute dès lors qu'il lui est vraiment totalement impossible de se rendre au travail. Par exemple, s'il n'y a aucun métro, aucun bus, pas de vélo, pas de scooter pour se rendre au travail, c'est vrai que ça va être peut-être compliqué. Il a ses jambes, mais s'il a 10 km ou 12 km, ça ne marche pas. C'est un peu compliqué. Alors dans ce cas, il n'y a aucune sanction qui ne peut être prise à l'encontre du salarié, mais quand même, attention, parce que cette règle, elle ne vaut que si vous prévenez votre employeur et si vous justifiez bien votre absence. Alors pour aujourd'hui, si vous êtes en région parisienne, du coup, vous pouvez par exemple demander une attestation à la SNCF ou à la RATP qui prouve que vos lignes ne fonctionnent pas. Si vous êtes en voiture, vous pouvez aussi utiliser des captures d'écran du trafic routier qui est bloqué pour montrer que du coup c'est vraiment impossible. Ou une photo du périph'. Une photo du périph' pour montrer que c'est impossible de venir travailler. Attention tout de même à bien vérifier quand même que le moyen de transport pour lequel justement vous avez fait cette attestation est bien le seul moyen de transport que vous pouvez prendre pour vous rendre au travail. S'il ne vient pas au travail, il décide de ne pas venir. Il est rémunéré ou pas ? Eh bien, si vous ne venez pas travailler, votre employeur n'a pas à vous rémunérer. En fait, rien de très étonnant, puisque la rémunération, c'est la contrepartie du travail effectué. Donc, pas de travail, pas de rémunération. Alors, cela étant, renseignez-vous toutefois auprès de votre employeur, car dans quelques cas, votre convention collective peut prévoir un maintien de salaire quand il y a une grève. De même, pour éviter toute perte de rémunération, vous pouvez, si votre employeur ne vous l'a pas déjà proposé, lui demander d'aménager vos horaires en vous permettant d'arriver ou de partir plus tôt ou plus tard du travail, c'est ça, en décalé. Et si vraiment vous êtes absent, sachez que la retenue sur le salaire doit être strictement proportionnelle à la durée de l'absence. En fait, concrètement, peut-être que toutes les entreprises ne mettent pas en place cette sanction totale de ne pas payer les salariés. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu de souplesse quand même. On envoie un mail et on peut justifier quand même de son impossibilité. Quand le télétravail n'est pas possible, parce qu'il y a quand même l'option du télétravail, on peut quand même travailler à distance. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme mesure en place concrète ? Vous avez la possibilité de mettre en place quand même pas mal de mesures, là aussi encore en accord avec votre employeur. Vous pouvez par exemple proposer le rattrapage des heures non effectuées à un autre moment dans la semaine, et comme ça vous ne travaillez pas le jour de grève et vous ne galérez pas pour venir travailler. Autre possibilité, vous pouvez décider de prendre un jour de congé payé. Alors là, c'est vrai que c'est quand même un peu contraignant pour vous. Si vous en bénéficiez, vous pouvez également poser un jour de RTT, et puis votre employeur, il peut peut-être aussi mettre en place certaines mesures pour vous permettre de venir travailler aujourd'hui. Par exemple, mettre en place un covoiturage avec les différents salariés de l'entreprise, ou même payer un taxi. Oui, même payer un taxi. Ça, c'est un peu plus compliqué. L'entreprise est petite. C'est ça, c'est un peu plus difficile. Concrètement, ça, c'est un cas de figure intéressant. On ne vit pas à Paris, mais on est commercial et on était évidemment avec un client. Patatras, je suis bloqué. Comment ça marche là ? Imaginons par exemple un Bordelais qui est à Paris. Comme par hasard. Je suis bordelaise, alors forcément j'ai choisi Bordeaux, vous connaissez mon attachement pour le sud-ouest. Et alors il ne peut pas rentrer justement, il doit rentrer à Bordeaux et il ne parvient pas à arriver à la gare puisqu'il n'y a pas de transport. Enfin, il est à la gare mais il n'y a pas de train. Il n'y a pas de train. Comment ça se passe ? Eh bien l'employeur n'est pas obligé de rémunérer son salarié au-delà de la durée initiale de sa mission. Il reste en fait dans une situation de déplacement sans que cela soit vraiment du travail effectif puisque sa mission est terminée concrètement. Alors il se retrouve dans l'impossibilité de rentrer. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Si le salarié en fait présente un peu des justificatifs, l'entreprise va lui rembourser en fait l'intégralité des frais qui sont liés à cette... Il loue une voiture par exemple. Alors ça, il peut louer une voiture et l'employeur il peut aussi prendre un autre moyen de transport s'il y en a. Et dernière chose, enfin, l'employeur doit lui payer tous les frais qui sont liés à cette impossibilité du coup de se déplacer. Donc par exemple l'hôtel ou encore le restaurant. Qui est un surcoût évidemment pour
pour l'entreprise, pour ceux qui ont des réseaux de commerciaux qui doivent venir effectuer des missions à Paris. Merci Caroline, je ne sais pas comment vous allez, vous êtes venue comment ce matin vous? Je suis venue à pied. À pied, bah voilà. Avec ma valise. Avec votre valise, car vous repartez à Bordeaux si j'ai bien compris. Bah voilà, l'attachement au sud-ouest, vous avez compris. Merci Caroline, à la semaine prochaine. On fait une courte pause et on va s'intéresser alors à un livre et surtout à un homme, un personnage, Marc Verrillotte. C'est un agent, un homme du raid. Il a fait toutes les missions les plus incroyables et il nous le raconte dans un livre au cœur du raid et il va nous parler évidemment des valeurs que porte eh bien, ce corps d'élite, ce corps d'excellence, le courage, la fidélité, la solidarité et on reviendra évidemment sur l'histoire et le parcours de cet homme, j'allais dire au destin incroyable. Il est notre invité dans le Cercle RH, c'est un grand entretien évidemment et on l'accueille juste après la pause. Le Cercle RH et un grand entretien aujourd'hui. Alors, c'est pas un DRH, ce n'est pas un chef d'entreprise, non, c'est un personnage, vous allez le découvrir dans quelques instants, à la vie, au destin, à l'engagement fort et particulier. Marc Verrillotte, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, à votre place, là, il y a des patrons, des DRH, des décideurs, je vous vois sourire. Marc Verrillotte, vous sortez un livre au cœur du raid. Vous avez été un homme du raid, un homme d'élite. Et vous le racontez parce que vous racontez votre vie dans ce livre. Livre écrit avec Karine Ben Ismail, qui est un journaliste de l'équipe, qui est un spécialiste des grands entretiens. Et dans ce livre, vous racontez votre parcours. Je voudrais juste commencer par la fin du livre. Parce que là, vous êtes en civil. Quand on vous voit dans le livre, on va vous découvrir dans votre tenue, les gilets pare-balles, l'équipement. Bon, voilà, ça pose un homme. À la fin, on vous voit sur une photo devant votre casier. Vous avez le sourire et vous avez votre bazar accumulé sur 20 ans de vie, 25 ans de vie. Cette photo, je la trouve dingue parce que c'est le moment où, comme beaucoup de salariés, on plie le bureau, on range la photo de famille et on tourne la page d'une vie entière. Il y a une vie après le raid ? Bien sûr, et cette photo dont vous parlez, là, c'est un moment de transmission, en fait, parce que tous mes montages explosifs, sur la fin, j'étais spécialiste explosif et dépiégeage d'assaut. On fait des pré-montages qu'on modifie de manière spécifique devant le problème à vaincre, mais ce moment-là, j'avais dans les bras de quoi ouvrir une quinzaine de portes. C'est de l'explosif, vous avez dans les bras. Oui, c'est ça. Je l'ai retransmis à des plus jeunes. Mais je vous la pose vraiment avec beaucoup de sérieux, c'est-à-dire que c'est le cas du groupe d'excellence et le RAID, et vous faites partie de ces hommes. On prépare sa reconversion ou pas, comme les sportifs de haut niveau qui vous disent tout d'un coup, j'étais plus dans les stades, j'avais plus cette espèce d'énergie incroyable qui me portait, parce que l'adrénaline, elle est dans votre livre, elle est partout. Il faut être concentré, il y a beaucoup d'énergie. Comment on bascule dans, j'allais dire, une vie normale ? Alors, cette histoire de reconversion, j'avais déjà vécu, moi, puisque j'ai été international de judo pendant 5 ans. Quand j'ai basculé ensuite au RAID, on me posait déjà cette question, est-ce que ça ne te manque pas, le sport ? Non, j'ai tourné la page parce que j'ai tourné la page facilement, parce que je me suis replongé dans d'autres objectifs, avec d'autres compétences à travailler. Donc je me suis investi avec la même intensité. Et puis quand j'ai quitté le RAID, c'est pareil, je me suis reconverti en conférencier sur la gestion du stress. Bon, j'avais évidemment là aussi beaucoup de travail à faire pour être au niveau. Et donc j'ai pas l'impression d'avoir... on parle des fois de petit enterrement quand on parle de retraite. Ouais, il a même pas du tout ma sensation. C'est pas ça. Non, parce que j'ai tourné la page, j'ai orienté mes objectifs différemment. Ça demande autant de travail et d'investissement sur soi. Donc, non, je... En un mot, parce que je vais dire un tout petit passage, page 26, où vous racontez, vous étiez là au moment de l'hypercachère, on se souvient de ces attentats terribles de 2015, l'explosion de la porte, on va en parler, puis il y avait Mohamed Merah un peu avant. C'est quoi les deux qualités nécessaires pour être un homme, parce que vous avez fait de la formation, vous avez accompagné des équipes en Afghanistan et un peu partout dans le monde. Quelles sont les deux qualités qui font que vous êtes un homme du RAID, reconnu comme un homme du RAID? Je pense que la capacité de concentration, là vous me parliez tout à l'heure de reconversion, c'est un petit peu ça aussi, c'est savoir cloisonner. Quand j'étais sportif de haut niveau, j'étais sportif de haut niveau à 100%. Quand je suis passé au RAID, j'étais RAID à 100%. Être dans le présent, c'est-à-dire quand on agit, on est dans le présent. Oui.
C'est ça. Et pareil en famille, quand tu quittes le raid pour le soir rejoindre ta famille, si tu n'es pas à 100% dans ta famille, eh bien c'est un divorce assuré assez vite. Et Ouais, ça vole souvent, hein. Il y a des couples qui explosent. Hein. oui, dans la police, oui. Tous ces boulots de passion où la passion risque de te rattraper et de te priver de ton investissement familial, il y a des choses qu'il faut savoir cloisonner. Et voilà, quand face à l'hypercachère, évidemment qu'on a besoin de 100% de ses capacités. Et si 10% est resté à la maison avec ses problèmes avec ses enfants ou son épouse, c'est 10% qui va nous manquer pour vaincre la situation. D'autant que pour être précis, on se souvient de ces images incroyables des hommes qui ouvrent la porte centrale. On voit un de vos collègues de la BRI, je crois, qui prend une balle et qui va reculer sous l'effet de la balle. Vous êtes, vous, sur le côté et vous dites dans le livre, et c'est là où on voit la précision et le travail de l'entraînement, la porte, elle est bizarrement foutue, elle est spéciale, elle est blindée, on ne connaît pas. Et il faut en 2 secondes que vous trouviez le bon mélange d'explosifs pour réussir à la... Ça, c'est incroyable, ça. Oui, cette porte, tout le monde pensait qu'elle était impossible à ouvrir parce qu'elle était tirante. C'est pas facile avec de l'explosif de faire un effet tirant. Et puis, évidemment, elle était calculée pour ne pas s'ouvrir puisque derrière, il y a la réserve de marchandises. Donc, c'est une cible pour les cambrioleurs. Donc, nous, c'était un problème. Et pourtant, il faut l'ouvrir à la seconde parce que si vous échouez, derrière, le terroriste a tout son temps pour éliminer. C'est 26 otages, c'est beaucoup. Oui, qu'on voit d'ailleurs dans les photos, parce qu'il y a beaucoup de photos de vous qui balayent votre parcours. Le parachutisme, parce que vous en parlez longuement, parfois on fait un peu les fous, on s'enroule les pieds, on est récupéré par un collègue. Enfin, vous avez une vie quand même de hors norme, hors du commun, de dingue. À 100%, à fond. Non, vous êtes très souriant et très détendu, mais vous avez vécu des aventures hors normes, vous en avez conscience. Ouais, je pense, parce que bon, alors c'est sûr, c'est une histoire d'élite, puisque quand la population a un problème, elle appelle la police. Quand la police a un problème, elle appelle le raid. Donc forcément, on se doit de cumuler plusieurs spécialités. Le groupe est compétent, il est fait d'hétérogénéité. On doit balayer tout un grand espace de problématiques. Il faut être très complet, hein. L'explosif, le parachutisme, les armes, parce que vous êtes très précis, hein, vous donnez les armes avec lesquelles vous allez partir, les pistolets de secours. Juste ce petit passage, puis après on va basculer quand même sur un sujet, je dirais presque métaphorique au monde de l'entreprise, parce que il y a de la solidarité, il y a de l'amitié, il y a de la fidélité. On sert. Et parfois, on ne retrouve pas toujours ces valeurs au sein des groupes dans les entreprises. Là, dans ce passage, il est assez incroyable. Je m'apprêtais, je vous cite, hein, je m'apprêtais à expliquer qu'il serait plus sûr de me faire passer un miroir ou une fibre optique. Je resitue, hein, c'est l'appartement Mera. Il s'est calfeutré. Il a déjà tiré plusieurs fois sur vos collègues. Une balle, d'ailleurs, a touché la fesse du capitaine. Je n'ai pas eu le temps de parcourir les 20 cm qui me séparaient de mon abri. Mera m'épiait à travers un trou dans sa porte, créé par les précédents coups de feu. J'étais resté plus de 2 heures dans ce renfoncement, sans parler, ni faire aucun bruit. À peine le bout de mon canon du calibre 12 mm dépassait-il, mais la séquence funeste avec la femme sur le palier me sera fatale. Mera m'épiait et me guettait. Vous êtes touché et blessé. Qu'est-ce qui se passe là, à ce moment-là ? Alors en effet, alors que je m'y attendais pas, je prends une balle au milieu du front dans le casque. Dans le casque. Le casque arrête la balle, mais ça me fait basculer sur l'arrière. Ça me sauve la vie parce que la deuxième balle qui arrivait pleine gorge, finalement, me frappera à l'arrière de l'omoplate. Oui, alors bien sûr, nous, notre boulot, c'est d'essayer d'automatiser le maximum de comportements pour ensuite avoir dans la tête le plus de place possible pour l'imprévisible. Mais le problème, c'est que prendre des balles, on ne peut pas s'y entraîner, hein, parce qu'un automatisme, on sait ce que c'est, hein, que ce soit un automatisme de pensée émotionnelle ou physique, ça on sait pas, ouais. Il faut le répéter. Et donc, heureusement, on ne le reçoit pas souvent. Donc forcément, quand ça, tu prends ces balles... c'est nouveau. Et pendant un certain temps, sous l'escalier, j'ai pas su rester dans l'intervention. J'ai eu un réflexe d'enfant d'aller toucher ce que je sentais du sang, l'impact. Je me dis, mais je suis touché, mais comment ça se fait que je vais bien ? Et j'ai mal à l'épaule, mais je vais bien. Et en fait, c'est un appel radio d'un de mes camarades qui dit, Marc est touché, il faut aller le chercher. Et c'est ça qui m'a ramené à l'intervention. Et tout de suite, j'ai prévenu qu'en effet, j'étais touché, mais qu'il fallait pas venir me chercher pour ne pas passer devant la zone dangereuse et que j'allais m'exfiltrer seul.
quand vous êtes face, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu des photos là, tout à l'heure qui sont passées, je crois qu'elles ont été dévoilées. Alors en tenue d'apparat, vous avez été décoré de la Légion d'honneur. On voit une photo avec Bernard Cazeneuve, on vous voit avec Nicolas Sarkozy, on vous voit avec toutes les autorités et ministres de l'Intérieur. Ça, c'est celle où vous êtes en tenue d'apparat. Quand vous avez des entreprises qui font appel à vous, je vous trouve rock là aujourd'hui. Je vous trouve. C'est quoi? C'est aussi l'idée de faire un peu un pas de côté sur le personnage que vous êtes, où on demande de la rigueur, du respect, de l'autorité. Là, vous êtes devenu un personnage plus rock quand même, bon, alors plus bikers. Pour les conférences, je mets un costume en règle générale. Ouais. Là, pour la vie de tous les jours et pour la communication autour du livre, ben, je reste naturel. C'est vous ça. Mais on est bien obligé de s'adapter un petit peu dans les endroits où tu t'immerges. Non, pour les conférences, je mets un costume et ça marche très bien aussi. Face aux entreprises, parce que l'entreprise, c'est des batailles aussi, ce sont des guerres économiques, on se livre des batailles, il y a de la concurrence, il faut gagner des marchés, puis même parfois à l'intérieur des entreprises. Quand même, le slogan, enfin la baseline, pour utiliser un mot d'entreprise, du RAID, servir sans faillir. Ça fait quand même rêver, ça, les DRH, quand ils vous entendent parler de cette force-là. Ce qu'ils entendent, c'est une retransmission de compétences, une retransmission d'expérience. Voilà. Entre le sport et le RAID, la nuisance du stress, je connais bien. C'est-à-dire qu'en règle générale, on est égal à nous-mêmes le lundi, le mardi, le mercredi. Mais quand un gros moment de stress arrive, ça peut être un danger, comme nous on a vécu, mais c'est le même mécanisme, en tout cas c'est le même mécanisme interne, que ce soit le stress en entreprise ou le stress de guerre ou le stress de sport. Eh bien, souvent, face à ce stress, nos capacités physiques, psychiques et techniques s'effondrent. Alors que normalement, le stress devrait faire l'inverse, devrait nous donner des ailes. Le plus souvent, il nous plombe. Et donc, cette expérience-là, moi, je sais la gérer. Je sais la gérer. C'est plusieurs petits points qu'il faut surveiller. Et c'est cette expérience-là que je retransmets aux entreprises et aux gens. On a compris qu'il y avait un énorme travail de préparation, comme pour un sportif. Il répète des milliers de fois son geste pour que le jour d'une compétition nationale ou internationale, il soit là. Mentalement, comment on s'y prépare? On s'isole, on fait le vide, on a des méthodes de méditation, de respiration. Comment on atteint le maximum pour être à 110%? C'est d'abord l'entraînement. C'est-à-dire que l'entraînement, on doit le faire de manière aussi proche possible que l'intervention ou la compétition. Ça veut dire qu'en faisant ça, nos automatismes, qu'ils soient physiques, techniques ou même psychiques, c'est nos automatismes de pensée et émotionnels, eh bien, sont bien travaillés. Si vous ne le travaillez pas dans les mêmes conditions d'investissement, ça ne fonctionnera pas. L'automatisme n'arrivera pas. Et donc, la première chose à faire, c'est de s'entraîner dans les conditions de l'épreuve. Et comme ça, on a un bagage d'automatisme opérationnel. Ça, c'est vrai dans le sport, le judo, mais c'est vrai, évidemment, dans les entraînements du RAID. Oui, on répète inlassablement la manière dont on va aborder l'objectif, la manière dont on va tirer, les armes utilisées. Et on essaie de s'y croire le plus possible. Le groupe formation fait en sorte, rajoute du bruit, rajoute de l'imprévu, rajoute de l'inconfort, rajoute... tout ce qui viendrait polluer et vous déstabiliser de manière... Et vous, votre boulot... La crise, que ce soit en entreprise ou au RAID, c'est de l'imprévisible. Et si on ne s'entraîne pas au quotidien à l'imprévisible, on ne peut pas être prêt le jour J à gérer de l'imprévisible. Donc on gère, nous, de l'imprévisible au quotidien. Et comme ça, on est prêt. Pardonnez-moi, Marc Vérillot, mais est-ce que la vie vous semble quand même plus fade que lorsque vous étiez dans la tenue? Il y a une autre image de vous, qui est la photo de la couverture du livre. D'ailleurs, on vous voit évidemment avec le casque, des armes, le micro, il y a une gilet pare-balles, enfin, il y a l'équipement. Ça, c'est cet équipement-là. Quand même, on est entre nous. Est-ce que la vie vous semble un peu plus fade? Non, franchement. Vraiment? Non, parce que je pense que les stress sont différents. Les enjeux sont différents. Mais tout le reste, le mécanisme interne, moi je vais vous dire, par exemple, j'ai des adolescents à élever, eh bien j'ai libéré avec mes camarades des otages de manière plus aisée que d'élever mes adolescents. Aujourd'hui, je fais des conférences, c'est pas si simple. Parler devant une trentaine de pères Dieu,
c'est pas naturel. Dans la nature, c'est pas bon signe. Oui, ça c'est vrai. Dans ce que vous faisiez auparavant, vous aviez rarement l'occasion de pouvoir vous exprimer comme ça, comme vous le faites, parce qu'il est souvent masqué avec un casque. Mais on comprend votre discours, c'est chaque moment de la vie, mais vous êtes toujours dans le présent. Quand il s'agit d'élever ses enfants, il faut les élever. D'ailleurs, vous racontez des scènes de la vie, et notamment un moment qui a été très douloureux pour vous, ce forcené du Blanc-Ménil. Alors, les médias s'en sont emparés, mais on s'en souvient plus. Et puis vous dites, et ça c'est intéressant aussi quand on le repositionne par rapport au management et aux ordres, vous dites, on est nous, des techniciens sur le terrain, prêts à opérer, on est face à nous à un homme qui a 52 ans, qui a divorcé, qui est armé jusqu'aux dents, qui n'a plus rien à perdre, qui a fait sortir son chat pour pas qu'il soit tué. Donc on voit où il veut aller, et vous recevez un ordre à 2h du matin, vous êtes fatigué, la veille vous n'avez pas dormi, vous avez fait 2 heures sur le canapé dans votre pavillon pour ne pas déranger les enfants et votre femme. Et là, on vous dit, il faut y aller. Et vous dites, vous regardez et vous dites, c'est pas possible, on ne peut pas le faire. Ça pose la question de l'ordre, la manière dont on donne des ordres. Ça, c'est intéressant, ça. Alors nous, en effet, au cœur de l'action, on essaie d'être insensible aux émotions parce que je vous dis, il y a un travail à faire. On doit se concentrer sur la tâche technico-tactique et les émotions, les pensées, le passé, tirer des leçons du passé, tracer des lignes d'avenir. Ça c'est au briefing et au débriefing. Au cœur de l'action, il faut se concentrer uniquement sur le présent. Alors bien sûr, nous, on a une vision qui est un petit peu différente de celle du poste de commandement parce qu'on ne ressent pas exactement les mêmes choses quand on est à 1 mètre d'une arme braquée ou quand on est à 10 mètres. Mais ce jour-là, vous êtes traversé par le doute malgré tout. Vous dites, c'est pas possible. Bien sûr, parce que des fois, on nous donne la consigne, il faut se lancer, donner l'assaut parce que les choses vont dégénérer, les postes de commandement ont des informations, et nous, des fois, on reçoit des ordres comme ça qui ne sont pas faciles à gérer après coup. Au cœur de l'action, on y va. Vous agissez. On fait le travail. C'est après que... Après coup, on se pose des questions. Parce que, bien sûr... des fois, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Il y a des décalages. Et vous allez y aller, il faut être précis. Là, oui, bien sûr, on y a été, malgré la bouteille de gaz qui a failli exploser. C'est la chance qui a fait qu'elle n'a pas explosé. Elle a fait chalumeau, elle a brûlé plutôt qu'explosé. Donc des fois, en effet, ça passe près. Il n'y a pas que les stress des balles qu'on prend. Des fois, ce sont des balles qui s'arrêtent dans la porte, comme ce jour-là aussi. Pendant qu'on était en train d'ouvrir la porte, il a tiré et la balle n'a pas traversé. Et c'est aussi des fois des bouteilles de gaz qui n'explosent pas et qui brûlent à la place. Voilà, il y a différents stress comme ça qui sont difficiles à gérer. Il faut lire ce livre parce que c'est quand même le parcours aussi de quelqu'un qui est dans l'élite et dans l'excellence. C'est quoi votre vie dans les 10 années à venir? On a compris que vous aviez aussi envie de passer du temps avec votre famille parce qu'on n'en a pas beaucoup quand on est au RAID. On s'y consacre corps et âme. Mais au-delà de ça, c'est quoi Marc Vériotte? C'est rentrer dans une entreprise, c'est apporter sa valeur ajoutée parce que toutes les valeurs que vous portez, les entreprises rêvent d'avoir des collaborateurs, des cadres comme vous. Oui, moi je crois en l'élitisme, je crois à la promotion au mérite, je crois aux grandes écoles, je crois au partage des compétences, des connaissances. Je pense que quand on a un vécu qui a été riche en expérience, on doit le retransmettre aux plus jeunes pour que la société évolue dans le bon sens. Et pour moi, je suis attaché à retransmettre toutes ces compétences. Et en effet, au niveau des valeurs, les valeurs d'investissement, les valeurs de cohésion, parce qu'il n'y a pas de réussite autre que collective. Je pense que toute la société, on voit de temps en temps, est un petit peu malade par rapport à ça. On voit que l'aspect collectif est en train de s'effondrer, l'aspect formation est en train de s'effondrer, et l'aspect valeur est en train de s'effondrer. Valeur, ça veut dire valeur pour ne pas... pour ne pas être corrompu, pour ne pas rester droit, pencher sur ses intérêts individuels, mais rester sur des intérêts collectifs. Toutes ces valeurs-là, il est temps de resserrer les boulons. Si vous n'aviez pas été, ma question va vous sembler sotte, mais si vous n'aviez pas été un des hommes d'élite du RAID, vous auriez été quoi? Qu'est-ce que vous auriez fait dans votre vie? On a compris que vous aviez eu une carrière de très haut niveau dans le judo. Vous auriez été quoi? Prof, instructeur, éducateur, professeur en Seine-Saint-Denis? Je ne sais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que je me serais investi à fond. Parce qu'en fait, mes enfants pensaient qu'à l'âge de la retraite, là, ça y est, on allait pouvoir acheter un chien et prendre plaisir un petit peu. Et en fait, j'y arrive pas. Ah, vous n'y arrivez pas. Vous voyez que vous répondez à ma question. C'est quoi? Vous êtes hyperactif? Vous êtes toujours avec... C'est quoi qui définit... J'ai du mal à faire... Bon, toute ma vie,
au RAID, on ne peut pas être à 75%, parce que le voyou en face, lui, il est à 100%, il est même parfois à plus. Et il vous attend. Il prend des drogues, voilà. Bon, nous, on doit être à 100%, et quand finalement, tu as eu l'habitude de t'investir à 100% dans ta carrière sportive, c'est pas à 57 ans que je vais changer. Et ce qui me motive, moi, c'est la performance et puis essayer d'être le meilleur possible. J'ai du mal à être tranquille dans mon canapé. C'est sûr que c'est une vie ébouriffante, époustouflante, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous venez sur des plateaux de télévision, vous allez à la rencontre des cadres, des managers, pour aussi leur apporter ce que vous avez appris sur les valeurs, parce que je pense que c'est intéressant de garder ces valeurs, servir sans faillir, je le redis, les valeurs du RAID. Merci Marc Verrillotte, lisez ce livre au cœur du RAID, édition Les Arènes, je n'avais pas cité l'éditeur, c'est important de préciser que c'est l'éditeur, avec Karim Ben Ismail, qui est un grand reporter à l'équipe. Lisez ce livre. À la fois, il y a multiples détails. Il y a aussi pas mal d'émotions dans ce que vous racontez, dans l'amitié aussi, la fraternité. Il y a les interventions, il y a les coulisses, bien sûr, avant, pendant, après. Et puis, il y a les ressorts des opérateurs. Puisque, avec mon regard de préparateur mental, j'ai essayé de décrypter nos comportements, nos motivations. Mais aussi, pas que nos joies, mais aussi nos tristesses, nos peurs et un peu de nos colères. La vie n'est pas un long fleuve tranquille quand on est un homme du RAID. Merci à vous, merci de nous avoir rendu visite sur le plateau de Smart Job. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Tiens, ça va faire écho avec la préparation mentale. Les tests de personnalité, ça marche pas, c'est efficace. On en parle tout de suite dans Fenêtre sur l'emploi. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Les tests de personnalité, ils sont contestés. On va en parler tout de suite avec Jean-Baptiste Morin. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Carriérologue, vous êtes venu nous parler de ce métier, très intéressant au demeurant. Votre société s'appelle Behave. Vous avez choisi aujourd'hui de nous faire un focus sur les tests de personnalité. Alors dès le départ, avant de vous poser la première question, vous m'avez dit tout de suite, il ne faut pas dire test. Il faut éviter de prononcer le mot test. Je l'ai dit. Hein. C'est pas grave. Moi, je préfère le terme de questionnaire de personnalité ou modèle de personnalité. Le mot test a une connotation très bonne réponse, mauvaise réponse. On ne peut pas tester une personnalité. On peut jauger, on peut qualifier, on peut cartographier. Mais tester une personnalité, c'est très périlleux. Donc, modèle de personnalité, on va essayer de prendre ce terme-là. Alors oui, j'avais écrit une question avec le test de personnalité, donc je vais mettre à la place modèle de personnalité. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça vient d'où? Alors peut-être qu'avant, ce qui peut être intéressant, c'est de comprendre la nécessité de démocratiser et de vulgariser l'image globale. En fait, globalement, on est tranquillement en train de basculer d'une économie qui repose sur la connaissance vers une économie qui repose sur la connaissance de soi. Une économie qui repose sur le savoir, le savoir-faire, vers une économie qui repose sur le savoir-être. Les soft skills. Entre autres. Et la connaissance de soi, ça ne va pas de soi. Donc en fait, il y a un enjeu énorme de permettre aux gens de comprendre qui ils sont. Et pour ça, les modèles de personnalité sont des outils extrêmement puissants qui permettent aux gens, encore une fois, de se rapprocher de qui ils sont. Ils sont quand même contestés, vous le confirmez. Oui. Vous les utilisez pour votre métier de carriérologue, ce n'est pas contestable, mais ils restent quand même contestés et ils créent une certaine angoisse lorsqu'une entreprise vous demande de passer, malgré tout, un test de personnalité. Entreprise, surtout oui, c'est ça, une entreprise ou d'autres, oui, c'est ça, ou d'autres personnes. En tout cas, je vois deux écueils en fait principaux dans les modèles de personnalité, dans l'imaginaire collectif. Quand on c'est en soi très satisfaisant de faire un modèle de personnalité, de passer un modèle de personnalité. Oui, on répond à des questions sur soi, c'est hyper satisfaisant. C'est un peu un ascenseur émotionnel. On répond aux questions, on appuie sur le bouton générer les résultats. Vous avez un PDF de 5 pages qui vous décrit le résultat. Et puis à la fin, on se dit, ouais, c'est pas mal, mais c'est quand même pas tout à fait moi. Bien évidemment que c'est pas tout à fait vous. C'est-à-dire aucun modèle de personnalité ne peut dire à votre place ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas. Ce ne sont que des indicateurs très puissants, imparfaits, qui permettent aux gens de comprendre comment ils fonctionnent. Donc le premier écueil, c'est de passer un test seul, et le deuxième, c'est de passer un seul test. Donc pourquoi est-ce que c'est un écueil de passer un test seul? Parce que vous allez débriefer tout seul, vous allez le résultat. C'est-à-dire seul face à une feuille qui vous arrive sur votre imprimante. Exactement. Sans qu'il y ait un peu de mise en perspective tout à fait du brut, on est d'accord. Donc ça veut dire, premier conseil que vous nous donnez, c'est
quand on vous demande de le faire seul, demandez à être accompagné par Un praticien. un praticien. Il y a des personnes qui sont formées à ces modèles-là. Le résultat du test ou du modèle n'est qu'un prétexte à discussion, puisqu'il est imparfait. Ce qu'il faut, c'est mettre en perspective, mettre en lumière avec un praticien qui maîtrise et qui va savoir comment faire un effet miroir pour amener la personne à se positionner. Donc ça veut dire que parfois on peut être, vous le dites, c'est l'ascenseur émotionnel, on peut être déçu parce qu'on est très heureux de parler de soi, puis tout d'un coup on découvre quand même des traits de personnalité qu'on n'avait même pas conscientisés et qui nous arrivent au visage. Si c'est pas accompagné, Exactement. Ça peut être très douloureux aussi. Hein. C'est très douloureux et puis il y a surtout un risque de mauvaise compréhension d'un modèle qui est imparfait. Et le deuxième écueil, c'est de n'en faire qu'un seul. Alors, je vais vous prendre la métaphore du trou de la serrure. C'est-à-dire que si je vous mets à l'extérieur d'une pièce et que je vous fermez et que je vous demande de me décrire ce qu'il y a dans la pièce, vous allez regarder à travers un trou de serrure et vous allez me dire ce que vous voyez. Il est assez probable que je sois très sceptique à ce que vous me disiez. En revanche, s'il y a 4 ou 5 autres trous de serrure bien positionnés, vous allez voir 4 ou 5 autres fois la même chose sous un angle différent. Et là, il est très probable qu'il y ait une granularité, une approche beaucoup plus fine et beaucoup plus précise de ce qui se passe dans la pièce. Les modèles de personnalité, c'est la même chose. Donc prendre un seul modèle, c'est accorder un poids énorme à un modèle qui est imparfait, avec des risques d'angle mort colossaux. Je ne veux pas vous challenger sur le sujet, mais globalement, vous qui avez un regard sur ce sujet et qui vous nous apportez une connaissance d'expert, que dit le droit? Une entreprise, aujourd'hui, lorsque le salarié, évidemment, enfin le recruté est volontaire, va devoir se plier à ces modèles de personnalité, nous sommes d'accord? La déontologie, alors quand on est formé à certains de ces modèles, il y a une déontologie du praticien qui consiste notamment à s'engager à ce que pour certains, je prends le MBTI qui est très connu, qui est connu, effectivement. Il ne peut pas être utilisé dans un cadre de recrutement. On ne peut pas embaucher quelqu'un sur la base du résultat ou de son profil issu d'un modèle de personnalité parce que le résultat appartient intimement à la personne. Donc ça ne peut pas être un élément de recrutement. C'est la déontologie. Après, il y a tout un tas de pratiques. Quand vous dites déontologie, elle s'applique au DRH, nous sommes d'accord. C'est-à-dire que le DRH, dans tous les outils pour recruter quelqu'un, ou l'entreprise qui va recruter, a plusieurs outils. Et sur la table, elle a ses tests de personnalité. Ce n'est qu'un élément. Ce n'est qu'un élément. Il y a certains modèles, en tout cas, dont il est explicitement dit qu'il ne faut pas les utiliser dans le recrutement. Il peut y avoir des tests de compétences qui, là, pour le coup, peuvent permettre de donner un éclairage. Il faut bien comprendre la nuance entre le modèle et le test qui vient donner un éclairage. Avant de nous quitter, Jean-Baptiste, et ça mériterait d'ailleurs une émission complète, mais ce n'est pas non plus des tests prédictifs, puisque parfois l'employeur, quand il fait ce test de personnalité, en fait, ce qu'il a dans la tête, c'est de se dire je vais essayer de savoir s'il va rester longtemps, c'est pas du prédictif. C'est une photographie. C'est une photographie. Aucun modèle ne peut prédire un comportement à venir. Il donne un éclairage à la personne. Et des traits de caractère tout de même. Des traits de caractère, des modes de fonctionnement naturels, spontanés, préférentiels, qui vont permettre à la personne, en vue d'une orientation ou d'une réorientation, de se jauger par rapport au poste visé ou de se dire, en effet, tel poste, ok, je suis ça, est-ce que c'est compatible? Oui, non. C'est des éclairages, en fait. Ce sont des outils d'aide à la décision. Mais ce n'est pas l'unique et le seul outil sur lequel doit s'appuyer le DRH ou l'entreprise de recrutement. Nous sommes d'accord. C'est une compétence, le recrutement. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de processus. En tout cas, le modèle doit être pris pour ce qu'il est, un modèle imparfait. En quelques mots, Jean-Baptiste, vous utilisez des outils, vous l'avez dit tout à l'heure, des modèles, des tests. Oui. Il y en a combien sur le marché là? Énormément. Innombrables. Il y en a des centaines, des milliers partout dans le monde. Certains sont très connus, sont sortis du lot. Le MBTI, le disque dont vous avez parlé en début de semaine. Tout à fait. Le MBTI, le CGP, les photolangages, il y en a une myriade. Chacun est un petit trou de serrure qui décide de faire un arbitrage sur un prisme. On ne l'avait pas dit, mais le disque, c'est un test, effectivement, un modèle de personnalité qui permet de classer, une fois que la personne a répondu aux questions, la personne dans les couleurs. Exactement. On est d'accord. Des couleurs. Et donc, je suis rouge. Qu'est-ce que ça dit de moi? Très bien. Si je peux croiser ce résultat avec d'autres, je vais avoir une perception beaucoup plus fine de ce que je suis et comment je fonctionne. Merci Jean-Baptiste Morin, carriérologue. Attention aux tests de personnalité, on peut en faire, ça s'appelle des modèles. Carriérologue chez Biev, votre société. Merci à vous, merci de votre fidélité, l'émission est terminée. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, merci à Raphaël pour la réalisation, merci à Héloïse pour le son, merci à Nicolas Juchat, évidemment, et merci à Léa pour l'accueil invité, merci à vous, merci pour votre fidélité. Je serai là la semaine prochaine, parce que c'est un pont, le pont du 11 novembre. Portez-vous bien, passez un agréable week-end et à très 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 bientôt. Bye bye.